Conseil des ministres largement consacré au problème de l'immigration. Il faut renvoyer les clandestins chez eux, a dit le chef de l'État, et mieux intégrer les immigrés régulièrement établis en France. Une série de mesures seront prises à cet effet. Pologne, manifestation de masse à Varsovie, à Gdansk, à Nowa Huta et à Wrocław à l'appel de l'ex-syndicat Solidarité pour marquer le 3e anniversaire des accords de Gdansk. Les forces de l'ordre sont intervenues parfois brutalement. Téhéran, les otages de l'avion d'Air France libérés ce matin, sains et saufs, les 5 pirates de l'air ont obtenu l'asile politique en Iran. Beyrouth, sous les bombardements, l'armée libanaise s'efforce de reprendre le contrôle de certains quartiers investis par les milices chiites et druzes. Madame, Monsieur, bonsoir. Après 5 jours d'angoisse, plusieurs escales et de multiples ultimatums, les 15 otages de l'appareil d'Air France détournés samedi dernier sont ce soir sains et saufs. Les pirates de l'air se sont rendus en fin de matinée aux autorités iraniennes qui leur ont accordé l'asile politique sans que l'on sache encore leur nationalité exacte ou même leur mobile. L'heureux épilogue pour l'une des prises d'otages les plus longues dans l'histoire de l'aviation. Patrice Pelé. Libres, ils sont libres. Voilà les otages qui posent enfin le pied sur la piste de l'aéroport. Les pirates les ont relâchés à 12h30 à l'issue d'une conférence de presse après avoir négocié avec deux religieux. Plus que les négociations politiques, les conseils de modération et l'autorité spirituelle des deux hommes ont permis l'heureux dénouement. La nuit dernière encore, on craignait le pire lorsque les pirates annonçaient qu'ils allaient décoller et faire exploser l'avion au-dessus de l'Irak. À chaque instant, les otages ont servi de monnaie d'échange, comme le montre cette image. Disons que ça passait quand même par des hauts et des bas, des moments où ils se sentaient menaçants, des moments où ils étaient moins menaçants. Mais enfin, dans l'ensemble, ils n'ont pas été brutaux avec nous, rien. Mis à part le cas du monsieur américain qui a été pris à un moment, qui est descendu de l'avion, je crois, avec un revolver braqué sur lui. Combien ils étaient? Ils étaient 4? Ils étaient 4, oui. Ils parlaient, je pense, arabe, mais enfin, je connais pas bien l'arabe, je peux pas être affirmatif. Je peux pas être affirmatif. Mais quant à la nationalité, alors là, je passais par toutes les hypothèses. À un moment, j'ai pensé qu'ils étaient libanais. Enfin, ils sont peut-être pas tous de la même nationalité, d'ailleurs. Et je crois que le gros problème, c'était qu'on était en territoire iranien et que les pirates faisaient des demandes au gouvernement français, donc c'était très difficile en territoire iranien que le gouvernement français fasse quelque chose. On n'a jamais su quels étaient l'état de leurs demandes, mais la seule chose que l'on sache, c'est qu'ils sont manifestés contre l'État français, contre la politique de l'État français, dans le Tchad et au Moyen-Orient en général. L'équipage et tous les passagers de l'avion ont subi un examen médical dans l'après-midi. Les 4 jours et 4 nuits d'angoisse semblent ne pas les avoir trop marqués physiquement. Hier, un couple français avait déjà quitté l'avion avec l'autorisation des pirates pour se faire soigner à l'hôpital. Ce détournement d'avion est l'un des plus longs dans l'histoire de la piraterie aérienne. Les passagers d'un avion de la Pakistan Airlines en 1981 avaient cependant connu pire. Cela avait duré 13 jours. Vous l'avez constaté, la qualité médiocre de ces images qui est due aux satellites de Téhéran. En tout cas, ce soir, les otages libérés se reposent dans un hôtel de Téhéran et rentreront à Paris demain après-midi. Il semble acquis que les gendarmes d'élite du GIGN étaient sur le point d'entrer en action à Téhéran si les autorités iraniennes n'avaient pu dénouer ce matin à elles seules la situation. Il y a 3 ans, le 31 août 1980, les autorités polonaises signaient avec Lech Walesa une série d'accords à Gdansk légalisant en Pologne le droit de grève et la création de syndicats indépendants. Aujourd'hui, bravant toutes les mesures d'interdiction et brisant la campagne officielle de dénigrement de l'ex-syndicat Solidarité et même de l'Église, le peuple polonais a répondu en masse à l'appel des dirigeants du syndicat dissous. Dans les plus grandes villes de Pologne, des manifestations d'une ampleur inattendue ont eu lieu et les forces de l'ordre sont intervenues parfois brutalement. Jean Offredo.
À Varsovie, le boycott des transports publics entre 14h et 16h, demandé par Lech Walesa et la commission clandestine de solidarité, a été massivement suivi. Mais tout ne s'est pas passé dans le calme. Ainsi, dans la capitale polonaise, plusieurs milliers de manifestants qui s'étaient rassemblés peu après 16h15 dans la vieille ville ont été vivement dispersés par la milice. Les unités anti-émeutes, les fameux homos, ont eu l'occasion d'utiliser à nouveau gaz lacrymogène et canons à eau contre les partisans de solidarité qui scandaient le nom du syndicat dissous en faisant lever de la victoire. À Gdansk, Lech Walesa avait été interdit de prise de parole. Pourtant, là aussi, plusieurs milliers d'ouvriers des chantiers Lénine, à la sortie du travail, se sont rendus en cortège à l'église Sainte-Brigitte, la paroisse des chantiers navals. Lech Walesa était là, qui voulait éviter tout affrontement et qui s'était crié « Assez pour aujourd'hui, dispersez-vous car la police peut intervenir ». Par contre, de violents affrontements ont eu lieu à Nowa Huta, ville ouvrière près de Cracovie, et à Wrocław en Silésie. La télévision polonaise ne nous a malheureusement pas donné d'image. À Nowa Huta, plus de 10 000 manifestants, oubliant le mot d'ordre de calme de Lech Walesa, ont répliqué au gaz lacrymogène par des jets de pierre et de pavés. Selon des témoins, il y a eu de nombreuses interpellations. À Wrocław, les manifestants s'étaient formés en cortège pour se rendre au cimetière de la ville. Les homos les ont durement empêchés. Ici aussi, de nombreuses interpellations ont eu lieu. Selon nos informations, de semblables manifestations se sont déroulées en d'autres endroits de Pologne. 500 jours d'état de guerre n'ont anéanti donc ni la volonté des Polonais, ni leur combativité. Beaucoup plus fort est le souvenir des 500 jours de solidarité, le souvenir des folles journées de l'été polonais 80 et le souvenir des accords de Gdansk signés ici, voici 3 ans, au chantier Lénine. Le pape Jean-Paul II s'est uni à sa manière à ses compatriotes lors de son audience générale hebdomadaire place Saint-Pierre. Le pape a demandé l'application des accords de Gdansk et prié pour un retour au dialogue entre le régime et la société polonaise. Et ce matin, à Gdansk, les autorités avaient marqué, elles aussi, le 3e anniversaire des accords par une très discrète cérémonie officielle au pied du monument à la mémoire des victimes des émeutes de 70. Une journée anniversaire qui, pour le régime de Varsovie comme pour le Kremlin, illustre une fois de plus la spécificité du cas polonais au sein du bloc soviétique. Georges Bortoli. Des dizaines de milliers de manifestants dans les rues, un vice-président du Conseil conspué en pleine réunion publique, des radios clandestines appelant à la manifestation. Dans quel autre pays du bloc soviétique cela serait-il possible? Dans aucun. Partout, c'est le silence. La Pologne, elle, crie encore. Elle crie en plein milieu du bloc soviétique entre République démocratique allemande, Tchécoslovaquie et URSS. Elle crie encore alors que le général Jaruzelski hésite, s'empêtre toujours entre les images un peu contradictoires qu'il voudrait donner de lui, celle d'un communiste discipliné et celle d'un nationaliste polonais. Mais alors les soviétiques n'ont-ils pas les moyens de faire taire la Pologne? Si, bien sûr. Il suffirait qu'ils envoient contre ce peuple des armées 10, 20, 30 divisions. Ils ne le font pas parce que ce peuple est trop difficile à réduire, parce que vis-à-vis du monde, ça ferait tout de même mauvais effet en pleine offensive pacifiste de M. Andropov. Pour éviter ce risque trop élevé, le Kremlin tolère donc ce qu'il ne tolère nulle part, c'est-à-dire tout un pays en état de rébellion larvée, mais visible. Lors du coup d'État du général Jaruzelski, ce peuple avait subi une défaite, c'est vrai, mais il croit toujours à la victoire finale et il vient de le montrer, aujourd'hui encore. Et à Paris, les sympathisants de Solidarité se sont rassemblés cet après-midi pour manifester leur soutien à l'appel de tous les syndicats, sauf la CGT. Dans un communiqué commun, les syndicats réaffirment leur appui au combat syndical en Pologne et dénoncent, je cite le communiqué, la volonté d'étouffement de tout un peuple dont fait preuve le régime. Et sur le Mont Blanc, ce matin, 3 alpinistes polonais ont planté la bannière de Solidarité. 16 heures de bombardements continus et intensifs. À Beyrouth, la population vit à nouveau les angoisses des pires heures de la guerre civile. Depuis hier soir, l'armée libanaise cherche à reprendre le contrôle de certains quartiers de la capitale investis par les milices chiites et leurs alliés druzes qui agissent avec l'encouragement tacite de la Syrie. Le président Gemayel a lancé aujourd'hui un appel aux chrétiens et aux musulmans pour que se tienne immédiatement une conférence de réconciliation nationale. Hier, 30 personnes au moins ont été tuées, sans compter les 4 légionnaires français et le CRS, victimes du bombardement de l'ambassade de France. Jean-Marc Ilouz.
16 heures de bombardement, c'est dans les caves de leurs immeubles, comme au plus fort de la guerre civile, que les Beyrouthais ont vécu cette deuxième journée de combat généralisé. Une centaine de morts, plus de 200 blessés en quelques jours. Aujourd'hui, pour déloger les miliciens chiites, druzes et leurs alliés, en gros ceux qui se réclament des forces musulmanes et progressistes, l'armée libanaise a lancé 3 de ses brigades, 10 000 hommes peut-être, à la reconquête des carrefours stratégiques de la capitale. Elle en avait perdu le contrôle en moins d'une journée hier, une déconfiture qu'il fallait effacer à tout prix, sous peine de priver le président Gemayel du seul argument qui lui permette encore d'asseoir sa légitimité, la présence de l'armée libanaise dans le Grand Beyrouth. Voici l'ambassade de France, ce sont des images d'archives, elle a subi aujourd'hui de nouveaux bombardements, tirs de roquettes qui ne nous étaient pas destinés, disait hier M. Chesson, mais pour l'ambassadeur du Liban à Paris, c'est bien la France qui est visée. 5 morts en tout cas hier, 4 légionnaires, 1 CRS, mais l'hommage que leur a rendu aujourd'hui le ministre de la Défense, M. Charles Hernu, est très clair. La mort de soldats français à Beyrouth ne saurait remettre en cause la participation de la France à la force multinationale. Force d'interposition qui n'a pas à intervenir dans la guerre civile, un point de vue officiel qui est aussi celui des États-Unis, mais que les marines américains savent déjà bien théorique. Pris sous le feu de tirs violents hier soir près de l'aéroport, ils ont dû, après avoir perdu 2 hommes, bombarder à leur tour des positions hostiles, donc participer au combat. Voici le porte-avions Eisenhower au large des côtes libanaises, démonstration de force à l'égard de ceux, la Syrie en particulier, que Washington soupçonne ou accuse de verser de l'huile sur le feu, une manière aussi pour Ronald Reagan de dire à ses électeurs qu'en cas de coup dur, les marines ne seront pas seules. La situation au Liban est suivie avec une attention particulière à Jérusalem. Le gouvernement israélien a accepté, vous le savez, de différer de quelques jours le redéploiement de son armée au Liban Sud, et ce, à la demande américaine. Par ailleurs, des consultations ont eu lieu aujourd'hui au sein même de la coalition gouvernementale pour désigner le successeur de M. Begin. Dans notre dernier journal, à 23h05, un débat sur la crise israélienne et la situation au Proche-Orient opposera 2 spécialistes de la question, Jean-Francis Helt, auteur d'un livre sur Israël intitulé La déchirure, et Alain Finkielkraut, auteur de La réprobation d'Israël. À Paris, les réactions officielles au pourrissement de la situation libanaise, malgré la mort de 5 militaires français, sont donc restées très mesurées. Ce matin, au Conseil des ministres, le président Mitterrand a clairement indiqué que la France ne tenait pas à être prise dans l'engrenage d'une guerre civile au Liban, selon les termes du porte-parole du gouvernement, Max Gallo. Pas question donc, comme l'a répété le ministre de la Défense, que la force multinationale à laquelle participe la France ait un autre rôle que celui d'une protection symbolique. La situation internationale a donc été évoquée ce matin en Conseil des ministres, le Liban, mais aussi le Tchad et le dénouement du détournement d'avions à Téhéran, dénouement dont les autorités iraniennes ont été remerciées. Mais l'essentiel des travaux du Conseil a été consacré à un gros dossier qui soulève dans l'opinion les passions que l'on sait, l'immigration. Le président Mitterrand a précisé en termes très fermes la position du gouvernement. Il faut renvoyer chez eux les immigrés clandestins et appliquer les rigueurs de la loi d'une manière implacable et avec sévérité. Ce sont les termes repris par M. Gallo. Il faut par ailleurs améliorer l'insertion dans notre société des travailleurs étrangers régulièrement établis en France et qui font partie de la réalité nationale, a dit le chef de l'État. Ce sont les 2 grands axes des mesures proposées par le secrétaire d'État Georgina Dufoy et dont Daniel Catelin vous expose l'essentiel. Les mesures s'orientent autour de 2 axes principaux. L'insertion des étrangers résidant en France, la lutte contre les clandestins. L'insertion des travailleurs étrangers sera favorisée par des mesures touchant à la formation, à l'habitat et à la vie associative. La formation, meilleure scolarisation, aide financière, expérience pilote, effort accru du ministère de l'Emploi devraient permettre une meilleure insertion des immigrés dans la vie professionnelle. L'habitat, la résorption des cités de transit va se poursuivre, les contrôles des foyers logements seront renforcés et les marchands de sommeil plus sévèrement sanctionnés. La vie associative, le Fonds d'action sociale apportera une aide financière, des commissions extra-municipales où siégeront des immigrés vont être mises en place dans les communes les plus impliquées. Enfin, les conditions d'obtention des cartes de séjour et de travail vont être allégées. La lutte contre les clandestins va être intensifiée. Les entrées. Elles seront plus sévèrement contrôlées et les procédures d'expulsion des immigrés en situation irrégulière vont être accélérées.
Les ressortissants des pays du Maghreb arrivant en France devront être désormais munis d'une carte spéciale à 2 volets qui permettra de voir immédiatement s'ils sont en situation régulière. La surveillance, les effectifs policiers seront renforcés et des postes de contrôleurs du travail spécialisés créés dans les régions les plus concernées. Les poursuites contre les employeurs de travailleurs clandestins vont être intensifiées. Le retour, enfin, pour favoriser la réinsertion dans le pays d'origine des travailleurs immigrés qui le souhaitent, l'accent sera mis principalement sur la formation-retour. Il y a en France 4,5 millions d'immigrés officiellement recensés, dont 70% sont dans notre pays depuis plus de 10 ans. Mais il est impossible de chiffrer l'immigration clandestine. L'an dernier, 120 000 immigrés clandestins ont été régularisés, mais le flot à certaines frontières ne s'est pas tari, comme l'a constaté récemment Dominique Thiers. Un frère, un cousin, un voisin leur a dit un jour « Quitte le pays, il n'y a pas de quoi y vivre ». Chaque samedi, un ferry part de Tunis, direction Gênes. À son bord, des migrants ou plutôt des réfugiés économiques que la pauvreté amène sur un quai, sans adresse et souvent sans papier. Le circuit qui les fera passer en France commence ici. La frontière est à 170 km, les professionnels demandent 700 francs. Plus intéressant, se rapprocher de la France par ses propres moyens, et là seulement, sans remettre aux passeurs. Coût 300 à 500 francs. Vintimille, place de la Gare. Les contacts se prennent au grand jour. Nous y assistons d'une chambre d'hôtel. Salah, travailleur tunisien, accepte d'être pour quelques heures clandestin. Les passeurs ne tardent pas à se montrer. Le trafic s'effectue sous les yeux de la police italienne. Rien légalement ne l'interdit. J'habite au milieu de la France. Hein? Oui. Le village italien et tout autour c'est français. Oui. Hein? Il y a 3 km avant d'arriver à Sassuolo. Oui. Hein? Oui. C'est une route comme ça, une piste. Hein? Hein? C'est pour la montagne. Il y a seulement la dogane italienne. Hein? Oui. Hein? Seulement il seulement la dogane italienne. T'as compris? Tu arrives à Sassuolo, tu prends le train. À Sassuolo, je prends le train? Voilà. 3 km, moi je te montre le passage, ça me donne seulement 300 francs. Hein? Et j'ai passé ça. Oui, parce que là-bas, c'est possible à 7 heures. Non, demain, il faut le faire le soir, il faut le faire. T'as compris? Le soir, c'est mieux. Le passeur est un homme qui fait peur. Les clandestins se racontent leur méthode. Celui qui met en confiance emporte le marché. Je te donne un conseil d'ami, بترك ما نبقاش نهضر معاك. Je veux bien que tu me donnes un conseil d'ami. شوف استنى نفهمك. شوف على بالك تقعد هنا تكسر صوارتك يجوز. على بالك ترى انه كان يديو كاينين وحيد ما يسكنوش هنا. فهمت كيفاش؟ ما يسكنوش هنا. يجيو بالسبت هكا كيجي الباطو من الجنوب. حبيب هذا اللي هما جاو نابوليون. جيتو نابوليون. انا كنت في جنوب فهمتني؟ يجيو جماعه يغروا يديوك حتى يقول يطيشوك في الجبل فهمت كيفاش؟ يقول لك انه وصلك الناس يطيشك في الجبل تعطي 50 هوب يهرب ما تلقى حتى واحد. Les mesures proposées par le secrétaire d'État chargé de la famille, de la population et des travailleurs immigrés visent donc en priorité à resserrer encore les contrôles à l'immigration. Mais il faut aussi mieux traiter les immigrés qui vivent en France en toute légalité. C'est ce que Mme Dufoy a expliqué à Bernard Pradino. L'ensemble des mesures qui ont été acceptées aujourd'hui par le gouvernement s'articulent autour de 2 idées très simples. La première, c'est que nous ne pouvons plus accepter aujourd'hui plus de travailleurs étrangers sur notre sol. Et que donc nous serons implacables pour poursuivre ceux qui viennent illégalement sur le sol français. Des mesures nombreuses sont prises, et en particulier des mesures qui tendent à pénaliser toutes celles et tous ceux qui favorisent cette introduction, et en particulier les employeurs. Mais nous avons pris également un très grand nombre de mesures qui doivent permettre à celles et ceux qui vivent en France depuis longtemps, depuis plus de 10 ans, de 15 ans, de 20 ans. À cela, nous devons un meilleur accueil dans notre pays, et les mesures que nous avons prises aujourd'hui tendent aussi à leur permettre de vivre mieux dans la France d'aujourd'hui. Donc pas d'immigration clandestine, mais une meilleure intégration de ceux qui sont installés légalement en France. Pas d'immigration clandestine, pas d'immigration illégale,
mais pour celles et ceux qui sont ici, un meilleur accueil, une meilleure insertion, une meilleure formation, des mesures qui leur permettent de vivre mieux dans notre pays. Les immigrés venus s'établir en France il y a plusieurs années, et dont beaucoup sont originaires du Maghreb, se sentent souvent mal insérés dans le tissu français. Geneviève Moll l'a constaté dans une famille installée en France depuis 20 ans. 22 ans. Voilà 22 ans que Mahmoud Zeroual est arrivé d'Algérie. Aujourd'hui, il vit comme beaucoup d'ouvriers français avec 4300 francs par mois et des difficultés pour boucler son budget. Mais il n'est pas menacé dans son emploi. Pourtant, la crise a particulièrement touché les 1 500 000 Maghrébins qui travaillent chez nous. Et bien que les mesures sur l'immigration ne concernent pas ceux qui ont contribué à construire la France d'aujourd'hui, Mahmoud et sa femme sont inquiets. J'ai bien peur que ça va s'aggraver, puis avec ce chômage qu'il y a en ce moment, oui, c'est pas donné. Hein. Qu'est-ce qui va se passer à votre avis? Des licenciements, et puis il y en a beaucoup qui chargent du boulot, ils ne veulent pas leur donner du boulot, si vous voulez, même il y en a beaucoup même. À l'heure actuelle, vous pensez qu'il y a beaucoup d'immigrés au chômage? Oui. Beaucoup plus que de Français? Non, c'est presque pareil. Hein. Mais je pense que les immigrés un peu plus quand même. Vous discutez de ce problème avec vos camarades de travail, vos camarades français? Oui, on discute un peu dans son temps. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que c'est normal, et il y a un peu de taux, il y a un peu des immigrés qui en a en France, et puis tout ça. C'est pour ça que le chômage, ça s'aggrave, quoi. À votre avis, qu'est-ce qu'il faudrait faire? À mon avis, il faut qu'ils trouvent des boulots quand ils leur donnent des boulots, ou alors carrément, ils leur disent carrément on n'en a pas, c'est pas la peine de rentrer chez vous, quoi. Ou ils les renvoient carrément avec leurs droits, ils leur payent leurs droits, tout ça, les charges qu'ils ont de sécurité sociale, des trucs comme ça, et puis c'est tout. Hein. Vous craignez que votre mari perde son travail? Oui, j'ai bien peur de ça. C'est quelque chose qui vous tracasse beaucoup? Ah oui. Et est-ce que vous aimeriez travailler? Ah oui, moi je veux bien. Qu'est-ce que vous aimeriez faire? Vous savez, hein, pour les femmes arabes, il n'y a pas autre chose que faire les ménages. C'est tout. Est-ce que vous vous sentez en sécurité en France? Pas beaucoup. Hein. Pourquoi? Parce qu'avec ce qu'on voit maintenant, les crimes qui disent par accident, ça devient un peu dur. Hein. Vous avez peur pour vos enfants? Pour tout le monde, même pour les grands. Hein. Les mesures prises pour faciliter leur intégration rassureront peut-être les immigrés, mais il n'est pas sûr, en temps de crise, qu'elles fassent changer les mentalités. Les premières réactions au projet du gouvernement en matière d'immigration, le délégué général de la CGC, Paul Markelly, se dit déçu. Il considère que les mesures arrêtées ont un caractère superficiel et souhaite l'ouverture d'un grand débat national sur l'immigration. Par ailleurs, le collectif national de l'immigration exprime lui aussi sa déception. Une fois de plus, souligne-t-il dans un communiqué, le problème de l'immigration est abordé par les clandestins et la répression. Les mesures répressives sont bien précises, mais les mesures d'insertion sont floues. Fin de citation. Autre sujet abordé ce matin au Conseil des ministres, il y en avait beaucoup, la rentrée scolaire et surtout les grands travaux. Le gouvernement a décidé de lancer la deuxième tranche du fonds spécial prévu à cet effet, soit 4 milliards de francs. Laurence Auervin. Les 4 milliards de francs que le gouvernement a décidé de débloquer constituent une nouvelle aide au secteur du bâtiment et des travaux publics. Un secteur qui connaît une régression brutale et où le patronat risque de supprimer cette année près de 90 000 emplois. 60 000 dans le bâtiment, 30 000 dans les travaux publics. Le gouvernement a créé l'an dernier un fonds spécial des grands travaux qui a permis de relancer les investissements dans le bâtiment et les travaux publics. Les 4 milliards de francs débloqués aujourd'hui correspondent à une deuxième tranche de ce fonds. Le principe d'une troisième tranche est retenu. Il sera soumis au Parlement au printemps prochain. Tout cela pour ouvrir des chantiers et stopper l'hémorragie d'emplois. Ajoutons que pour financer la poursuite de ce programme, le gouvernement envisage d'augmenter de 2 centimes par litre la taxe sur les carburants qui alimente le fonds spécial des grands travaux. La hausse du dollar n'aura plus d'effet sur le prix des carburants d'ici à la fin de l'année. Une décision d'autant plus bénéfique pour les consommateurs que le dollar est à nouveau en hausse, près de 8 francs 15 aujourd'hui à Paris. Le gouvernement a en effet décidé de fixer à 7 francs 70 le prix de référence de la devise américaine entre le mois d'août et le mois de décembre. Le prix de référence qui sert à calculer le coût des produits pétroliers importés. Le but est d'empêcher que le dollar fasse déraper l'indice des prix. La formule d'adaptation
l'adaptation mensuelle des prix de l'essence n'est donc plus respectée et les industries du raffinage qui vont perdre de l'argent protestent. L'ancien ministre de l'économie, René Monory, demande au chef de l'État de décider une pause fiscale. Il propose aussi, dans un entretien que publiera demain le quotidien Sud-Ouest, plusieurs mesures pour faire régresser les dépenses de l'État et relancer le dynamisme du pays. Déroute intellectuelle, marivaudage politique, apprenti sorcier, Raymond Barre n'a pas ménagé ses mots aujourd'hui à l'adresse du gouvernement et de la majorité, faisant sa rentrée politique dans le cadre de l'université d'été réunie par le Centre des démocrates sociaux à Fort-Calquier. L'ancien Premier ministre a cependant approuvé la politique française au Tchad. Écoutons-le. J'approuve la décision du président de la République d'avoir envoyé un détachement militaire au Tchad. Il protège l'Afrique d'une évidente action de déstabilisation et de subversion. Il sauvegarde la crédibilité de la France aux yeux de nos amis africains, et il était temps. Mais ce qui me frappe le plus aujourd'hui, c'est la déroute intellectuelle qui se manifeste dans les rangs de l'actuel pouvoir et de l'actuelle majorité et que tout le monde peut observer. Où sont les temps où la gauche affirmait avec arrogance qu'elle était la détentrice privilégiée des recettes qui mettraient un terme à la crise, assurerait la croissance, le plein emploi, la justice sociale, et ferait briller d'un vif éclat les libertés et les droits de l'homme. La gauche est tombée de toute sa prétendue hauteur. Ses chefs tiennent devant des troupes désorientées un langage en tout point contraire à celui des campagnes électorales. Apprentis sorciers de haut vol, ils ne parviennent plus à maîtriser les forces qu'ils ont déchaînées. Attentat à l'explosif la nuit dernière contre 2 mairies parisiennes. Les élus protestent et le maire de Paris, Jacques Chirac, voit un signe inquiétant de la violence dans la capitale. Les attentats ont été revendiqués par l'Alliance révolutionnaire Caraïbes. Manifestation cet après-midi à Marseille devant la nouvelle bourse du travail pour protester contre l'attentat qui hier soir y a fait des dégâts matériels. La situation s'est améliorée aujourd'hui sur le littoral du Pays basque français à la suite des graves inondations de ces derniers jours, mais la menace de pollution existe toujours sur les plages des Landes où, vous le savez, des fûts espagnols de produits toxiques se sont échoués. 31 fûts de cyanure ont été récupérés au large des côtes, mais 4 personnes contaminées ont été hospitalisées. Place au sport maintenant, et maintenant au tennis. Dans quelques instants, Yannick Noah va faire son entrée sur le court central de Flushing Meadows, près de New York. Il doit affronter l'Américain Scott Davis, le 62e joueur mondial. Gilles Moreton, lui, est déjà qualifié pour le 2e tour. La première journée de ces internationaux des États-Unis n'a pas donné lieu à de grandes surprises, mais il a fallu 5-7 à John McEnroe pour se débarrasser de son compatriote Wout. Roger Zabel. Une tête de série numéro 1 des mauvais jours. Et pourtant, cela ne commence pas si mal dans ce premier tour pour le premier joueur mondial devant son compatriote d'adversaire Trey Walke. Classé 125e, McEnroe gagne le premier set facilement, 6-3. Mais ensuite, les choses se gâtent. Pour la énième fois, McEnroe n'est pas vraiment d'accord avec l'arbitre. Et pour arranger tout cela, c'est un spectateur qui fait les frais de sa colère. Bilan, 1850 $ d'amende, soit environ 15 000 francs. Des mauvais points qui coûtent très cher et qui profitent à Walke, qui gagne les 2 manches suivantes, 7-5, 6-4. Mais c'est bien connu. Lorsque son taux d'adrénaline monte, McEnroe gagne. Il remporte finalement les 2 derniers sets, 6-0, 6-1. Seule surprise pour le moment dans ce premier tour, l'élimination de l'Argentin José Luis Clerc par le 73e joueur mondial. Jimmy Connors s'est qualifié sans trop de difficultés. Les 2 premiers Français en lice, Roger Vasselin et Courteau, n'ont pas fait long feu, alors que les bonnes surprises viennent de Jérôme Vanier
et de Moreton, vainqueur de l'américain Vantoff. Chez les dames, 2 autres bonnes surprises, les qualifications pour le deuxième tour de Pascal Paradis et de Catherine Tanvier. Catherine Tanvier qui a éliminé la tête de série numéro 15, la Roumaine Virginia Ruzici. Athlétisme, l'Américain Edwin Moses a battu aujourd'hui à Coblence son propre record du monde du 400 mètres haies en 47 secondes, 2 centièmes, 11 centièmes de mieux que son record précédent. Football, ce soir, 7e journée du championnat de France, les leaders se déplacent, Auxerre à Metz, Monaco à Toulon et Bordeaux à Strasbourg. Les résultats et des images de cette rencontre dans notre dernier journal à 23h05. Très vite encore les pronostics de Pierrette Bresse pour le quartet de demain à Vincennes, le 15, le 14, le 18, le 6, le 11, le 9, le 8 et le 4. Et maintenant, parlons du temps de demain, Brigitte Simonetta. Oui, et comme plat du jour pour demain, ce sera le même pour tout le monde, une salade composée, c'est-à-dire un subtil mélange de nuages, d'averses, d'orages, mais aussi d'éclaircies. Regardez la photo satellite. Cette dépression qui va remonter de l'Espagne donnera des orages sur le sud. Et venant de l'Atlantique, cette autre perturbation qui va descendre donnera de la pluie sur le nord. Alors tous ces éléments, nous allons les retrouver sur la carte de demain. Donc sur les Pyrénées-Orientales, la Méditerranée, la Corse et jusqu'au Jura, des orages suivis d'éclaircies. Sur le sud-ouest et le Massif central, un ciel très chargé le matin qui s'éclaircira dans l'après-midi. Enfin au nord de la Loire, des averses touchant le matin la Normandie, puis qui progresseront pour arriver en fin d'après-midi sur l'est. Après ces averses, on peut espérer des éclaircies. En fait, le temps restera très variable. Et le baromètre descend, ainsi que le thermomètre. Demain après-midi, les températures se situeront entre 18 degrés minimum sur Cherbourg, jusqu'à 28 degrés au sud, ce sera le maximum. Demain, nous serons le jeudi 1er septembre. Le soleil se lèvera à 7h08, il se couchera à 20h33. Et ce sera la Saint-Gilles. Alors par extension, nous aurons une pensée pour tous les Gillots et en particulier pour un Gillot Pétret. Ah, sûrement, oui. À 23h05, vous avez rendez-vous avec Claude Sérillon pour notre dernier journal. Demain, 12h45, Noël ma mère. Je vous retrouverai avec plaisir demain à 20h. Et pour nous quitter et pour rêver un peu après une actualité bien lourde, des images rares, des pandas filmés en liberté en Chine, dans la province du Sichuan.